Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg. Swissborg, c'est l'application qui va vous permettre de gérer votre patrimoine crypto. On va s'intéresser ici aujourd'hui à la question que beaucoup de personnes se posent, devenir millionnaire avec la crypto, est-ce que c'est possible? Ça sera une vidéo dense, ça sera une vidéo où on va revenir sur beaucoup de notions, beaucoup de sujets, parce qu'en fait, effectivement, beaucoup vous font des promesses impossible et on va voir dans quelle mesure c'est possible ou non. On va aussi évoquer cette question de héros. Le héros ici, c'est pas forcément celui qui forcément réussit, c'est déjà celui qui fait la démarche de se lancer, la démarche d'épargner pour améliorer son futur. Je mets tout de suite cette idée-là en tête avec notamment un extrait que je me suis permis de prendre sur la vidéo de Grand Angle Crypto où l'intervenant, Fergan Aziari, revient sur le concept d'épargnant comme étant un héros qu'il faudrait célébrer et je vais vous donner déjà laisser, écouter un petit peu ce qu'il a à dire là-dessus. Parce que l'épargne est toujours vertueux, c'est un jeu à somme positive. L'épargnant, je l'ai dit tout à l'heure, est un héros qu'il faut célébrer. C'est quelqu'un qui s'abstient de consommer la richesse tout en continuant à en produire. Donc il donne de la richesse et il n'en prend pas beaucoup. Donc il fait un don à la collectivité. Ce don correspond à la différence entre la richesse qu'il crée et celle qu'il consomme. Et en plus de cela, il permet d'accumuler du capital productif qui va servir à tout le monde. C'est-à-dire que moi, en tant que consommateur, en tant que humble citoyen, j'ai intérêt à ce que des gens, des entrepreneurs, épargnent, investissent dans de nouvelles usines. On parle beaucoup en ce moment de vaccination contre la Covid, on parle beaucoup de la nécessité d'augmenter les capacités productives. C'est ça l'accumulation des capitaux, c'est le fait de créer de nouveaux, des biens de production pour permettre à l'humanité de bénéficier de biens et de services toujours plus abondants, innovants et à moindre coût. Donc il faut, je crois, célébrer l'accumulation d'épargne et de capital parce que c'est un jeu qui profite à tout le monde. Et si Bitcoin, eh bien, permet ce processus, l'encourage et rend impossible toute euthanasie de l'épargnant, tout vol de l'épargnant, eh bien, ça en fait une monnaie de qualité. Voilà, vous avez entendu un petit peu l'idée qui est derrière. Alors j'espère que le son était de bonne qualité. C'est effectivement ça. On va voir qu'on ne peut pas devenir millionnaire sans faire cet effort d'épargne. Et il se trouve que Bitcoin est probablement un des meilleurs réceptacles à l'épargne avec derrière tout l'univers de la crypto. Donc on va s'intéresser à ça. Le programme va être, comme je le disais, assez chargé. On va revenir sur un petit peu les bases. Donc, vous allez être un petit peu comme notre héros Hercule qui découvre pour la première fois, qui entend parler de crypto, qui va essayer d'avoir une vision d'ensemble. Ça va être notre petit discours sur la réalité et l'écosystème, comment ça s'architecture. Et ensuite, on ira à la découverte des travaux qu'il va falloir mener, comme Hercule a fait des travaux. Et ensuite, on verra les stratégies qui existent, les risques que vous pouvez prendre avec la crypto. Et donc derrière, parce qu'il y a des risques, il y a un potentiel. C'est toujours pareil, hein, il y a quelque chose en face. S'il y a du potentiel de gain, c'est qu'il y a un risque qui est à prendre, mais également avec une approche très pratique sur la fin, avec des bons conseils, les pièges à éviter, les risques qu'il y a dans cet écosystème, et surtout la méthode Factor X que je vais vous détailler avec des étapes clés. Tout ceci est évidemment le fruit de notre réflexion, de notre pensée. Ça nécessite de votre part de faire votre propre analyse et de voir si vous y adhérez ou pas, hein. Mais voilà, l'idée c'est que chacun est responsable de ce qu'il fait, évidemment, et encore plus dans la crypto. Il faut avoir en tête que l'écosystème de la crypto en général est né avec Bitcoin. Bitcoin est le cœur de l'écosystème. Et derrière, autour, va graviter des galaxies d'écosystèmes avec des jetons dessus. Donc, Bitcoin a pour objectif d'être la monnaie de demain sur l'Internet et sur les blockchains. D'accord? Donc, grosso modo, une réserve de valeur qui va nous permettre de transposer dans le temps la valeur de notre patrimoine. Et cela devrait pouvoir, in fine, se traduire dans l'économie réelle et pas simplement dans la sphère crypto. Donc, c'est pour ça qu'il y a une énorme proposition de valeur ici. Autour de ça, donc, on a des écosystèmes qui se sont créés parce que Bitcoin, qui se veut être l'or numérique version 2.0, certains disent que l'or, c'est le Bitcoin en moins bien. Et bien en fait, autour de ça, Bitcoin n'est pas capable, dans sa structure aujourd'hui, hein, peut-être qu'il le sera demain, mais n'est pas capable de gérer un ensemble de myriades de petits jetons avec leurs propres utilités, avec leur propre fonctionnement, de manière rapide, de manière sécure,
et surtout qui accueille de plus en plus d'utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on a eu la création d'Ethereum. Donc Ethereum qui permet du coup ces petits contrats intelligents qu'on va appeler les smart contracts qui vont permettre à des entreprises, à des solutions de se développer et derrière les utilisateurs d'utiliser tout ça grâce à la blockchain. Au début, il y avait Ethereum, mais très vite, en fait, Ethereum a été copié et c'est ce qui a généré la Binance Smart Chain, mais derrière ensuite d'autres blockchains parallèles, soit parallèles à Ethereum, soit simplement des copier-coller un petit peu améliorés avec d'autres projets. Et puis après, ça a amené une innovation successive avec des projets qui sont complètement différents, avec Solana, avec des choses comme ça, qui amènent finalement des possibilités nouvelles. Donc en fait, l'écosystème n'est pas apparu tel qu'il est aujourd'hui, il s'est construit avec au cœur de lui-même, au cœur de tout ce qui fait fonctionner l'écosystème, Bitcoin qui a apporté la preuve que ça marchait. Et puis derrière, on a voilà, des idées, des copies, etc., etc. Donc, il faut avoir en tête que la crypto, c'est avant tout la blockchain. Et la blockchain, c'est un mécanisme qui permet de transmettre un actif numérique d'une personne à l'autre sans que ce soit une copie. Ce n'est pas quand j'envoie un bitcoin à quelqu'un, c'est pas je te fais une photo et je te la copie et je te l'envoie. Non, il quitte effectivement l'endroit où il était pour aller là où il va. Et c'est ça la révolution. Et cette idée-là, elle a été développée, il y a avec Ethereum, etc., pour d'autres choses que simplement Bitcoin. Donc il y a également, là j'ai mis Polkadot, Ethereum, mais il y en a plein qui sont des blockchains, et là c'est une bagarre, c'est une bataille en ce moment, pour savoir quelles seront les blockchains qui deviendront des standards. Alors, certains disent en fait ce sera une myriade de solutions, il y en a qui disent il n'y en aura qu'une qui survivra, il y en a d'autres qui disent il faut trouver des moyens de faire des ponts entre elles. Enfin bref, c'est un vrai combat aujourd'hui, et tout le monde y va à essayer de trouver la révolution de demain, sachant que plus vous êtes dans l'écosystème, c'est très important, plus vous êtes dans l'écosystème depuis longtemps, depuis que vous avez une blockchain qui existe depuis longtemps, plus vous avez de chances d'être là encore longtemps. Voilà la première chose, ce sont ces blockchains. Ensuite, vous avez des jetons utilitaires qui parfois même créent leur propre blockchain. Hein. Donc ça, vous voyez, on peut être un jeton utilitaire qui gravite autour d'une blockchain initiale et puis après créer sa propre blockchain. En tout cas, ce sont des jetons qui apportent une utilité à leur utilisateur, qui apportent une valeur ajoutée. Et là-dedans, vous avez une myriade de projets. D'accord. Dans toutes ces choses-là, dans tous ces produits dont on parle, il est important de s'intéresser quand vous allez investir à quoi sert ce jeton, première chose. Et deuxième question, comment s'architecture ce jeton, c'est-à-dire quelle est la quantité de jetons qui existent, comment on fabrique de nouveaux jetons, peut-on en fabriquer ou ne peut-on pas en fabriquer, est-ce qu'au contraire on détruit des jetons au fur et à mesure, ce qui est une bonne chose parce que moins il y a de jetons, plus la valeur se concentre dans les jetons restants, et à quoi ça sert tout simplement. Donc vous avez la blockchain et ensuite qui gravite autour, on l'a vu, des jetons, et chaque jeton a sa propre vie et son propre fonctionnement. Enfin, vous avez une race à part qu'on va appeler les stablecoins. Les stablecoins sont des jetons comme les autres sur une blockchain. Il y en a sur la blockchain Ethereum, il y en a sur la blockchain Binance, il y en a sur plein de blockchains. Et même parfois, ce jeton-là a les mêmes caractéristiques, peu importe la blockchain où il est. Okay. La caractéristique principale du stablecoin, c'est qu'il est stable. C'est-à-dire que quand je prends mon stablecoin et qu'il est annoncé comme étant adossé au dollar, eh bien je sais que peu importe la période où je suis dans le temps, aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, il continuera à valoir 1 dollar. Ça, c'est très important. Comment on arrive à ce qu'un jeton qui est présent sur une blockchain arrive à avoir une valeur stable? Eh bien, il y a plusieurs mécanismes qui existent. Et le plus simple, dont on va rester sur cette idée-là, mais vous verrez en creusant un petit peu dans l'écosystème qu'il y a d'autres solutions, c'est de dire, eh bien, je mets 1 dollar en banque, je crée un jeton. Et il y a toujours la nécessité d'avoir au moins la même quantité de dollars en banque qu'il n'y a de jetons émis. Et comme ça permet, sans être dans du Bitcoin, etc., d'avoir une valeur relativement stable dans le temps avec un jeton. Donc, une fois qu'on a compris qu'on a pour l'instant, parce que peut-être que l'avenir nous amènera à autre chose, 3 gros types de jetons, je mets
particulièrement à part pour l'instant ce qu'on appelle les jetons non fongibles, qu'on appelle également NFT, qui pour l'instant sont vraiment des actifs de spéculation dont on a peu de visibilité sur la maturité en tant qu'actifs qui retiennent de la valeur et qui peuvent finalement tenir un cycle, puisque c'est tout récent. Mais sachez qu'il existe des jetons qui ont une caractéristique particulière qui fait qu'un jeton est différent d'un autre, même s'ils ont le même nom. C'est parce que derrière, ils ont des caractéristiques techniques propres qui peut être intéressant, notamment pour tout le domaine de l'art. Hein, l'art, les jeux vidéo, etc., etc. Mais ça reste une niche pour l'instant qui a connu une petite hype. Il faudra se poser la question dans quelle mesure je peux intégrer ça dans ma stratégie d'investissement, puisque c'est tout l'intérêt de cette vidéo, c'est quelle stratégie je vais mener une fois qu'on a un peu compris ce panorama. On va se poser la question de devenir millionnaire en investissant zéro. Est-ce que c'est possible de devenir millionnaire en ayant mis zéro? C'est possible. Oui, parce qu'en fait, il existe sur le marché des produits, des projets qui vous rémunèrent en faisant des petites tâches. Donc, des petites tâches soit en travaillant, en faisant des tweets, en lisant des articles et en répondant à des quiz, en faisant des vidéos, en faisant, etc., etc. Donc, il y a des projets comme ça qui rémunèrent parce que vous êtes actif et que vous soutenez leur... On ne va pas se leurrer. On ne va pas gagner des 1000 et des 100 avec ça. On va espérer, bien sûr, que cela fasse beaucoup d'argent derrière, mais il faut avoir en tête que si vous partez avec zéro, ça va être difficile et c'est un travail compliqué parce que de 0 à 1 million, c'est un multiple infini. Si vous partez de 1 $, pour atteindre 1 million de dollars, il va falloir faire fois 1 million. Comprenez la difficulté de faire fois 1 million quand votre livret A vous rapporte 0,5% par an. Je vous laisse imaginer le nombre de siècles qu'il faut pour passer de 1 à 1 million avec un livret A, c'est juste impossible. C'est beaucoup plus facile quand vous partez avec 10 euros, parce que là, c'est plus que fois 100 000. Plus vous montez votre capital, vous mettez 100 euros ou 1000 euros, tout de suite, le multiple diminue. Si vous partez avec 10 000 $ ou 10 000 euros, hein, en fonction de la monnaie que vous êtes, là, ça tombe à fois 100, et fois 100, c'est quelque chose qui est faisable. Évidemment, si vous commencez avec un patrimoine de 100 000, ce n'est plus qu'un fois 10. Donc la question qui se pose, puisque nous, notre zéro initial, zéro aéro, c'est zéro connaissance, c'est zéro knowledge et ce n'est pas zéro capital. Donc si vous pouvez vous permettre de sauter les premières étapes, de commencer avec un capital un petit peu important, ça sera beaucoup plus facile d'atteindre l'objectif. Je essayais de le schématiser de la manière suivante. Si vous avez zéro, il va falloir travailler, mais dur, parce que ça va être très compliqué de bien partir. Si vous partez avec 10 euros, c'est pas simple. Mais plus vous allez avoir un capital élevé au départ, plus l'expérience sera facile, parce que les premiers investissements coûtent déjà, hein, il y a des frais, donc forcément ça minore un petit peu votre épargne hein, dès le début. Et ensuite, vous n'allez pas pouvoir prendre autant d'opportunités, vous n'allez pas pouvoir diversifier de la même façon. Commencer à 100 euros, c'est infiniment mieux que commencer avec 0 ou 10 euros. Hein. Et commencer avec 1000, c'est beaucoup plus facile que commencer avec 100. Et puis, on ne se le cachera pas, si vous réussissez à transformer 100 euros en 100 000 euros, vous serez content. Vous avez dit, voilà, mais vous aurez toujours en tête, et merde, si je n'avais pas mis les 1000 euros dès le départ, j'aurais 1 million aujourd'hui. Ce n'est pas une certitude, parce qu'on n'a pas la même façon de penser quand on a une grosse somme d'argent que quand on en a une petite, mais en tout cas, c'est sûr que plus vous commencez avec un capital important au départ, plus vous arriverez facilement à l'objectif du million. On va se poser ensuite la question, est-ce que faire x100 en 10 ans, c'est possible? Eh ben, on a vu qu'en fait, oui, ça l'a été. Hein. Quand on regarde les courbes passées du Bitcoin uniquement, là on va se concentrer sur Bitcoin pour l'instant, avant d'aller sur le reste, on voit quoi? On voit que d'un pic à l'autre, on a eu des progressions très importantes, avec des multiples qui dépassaient le x10. Bitcoin fonctionne avec des périodes de 4 ans. Pourquoi des périodes de 4 ans? Parce qu'à l'intérieur du programme informatique Bitcoin, il y a une règle qui dit que tous les 210 000 blocs, Bitcoin fonctionne par une blockchain, une succession de blocs, il y a un événement qui se produit et qui réduit la quantité de nouveaux Bitcoins qui va être produite pour les 4 prochaines années. Et ça, c'est très important dans la mécanique parce que ça entraîne des déclenchements en termes de valorisation du projet qui sont capitales puisque vous allez avoir un afflux toujours plus important d'utilisateurs nouveaux dans Bitcoin avec une quantité de nouveaux jetons moindre. Et ça a eu pour le passé, et on verra peut-être pour l'avenir, ça sera le cas, une forte hausse des valorisations. Et donc,
Vous voyez que par exemple, on est passé lors du cycle précédent de 1200 $ à son plus haut à 20 000 $ au plus haut du cycle passé, ce qui nous fait x16. Si vous rajoutez le x6 que l'on a, en ce moment on est à 60 000, au moment où je tourne cette vidéo on est à 60 000. 60 000, de 20 000 à 60 000, ça fait x3. Donc vous faites x3 x 16,7, vous êtes quasiment à x45 en l'espace de 5 ans. C'est ça l'histoire. Donc, fois 45 en l'espace de 5 ans, le fois 100 en 10 ans, c'est possible. Bitcoin atteindra probablement les 100 000, les 200 000 dans les années qui viennent, et donc ça devrait être atteint. Donc après, une fois qu'on a vu que c'était possible dans le passé, et pas forcément en revenant à Mathusalem au tout début de Bitcoin, mais simplement en regardant sur le rétroviseur des 5 dernières années, on peut se dire qu'avec un horizon de 10 ans par rapport à maintenant, c'est possible. Ici, je vous ai retraduit ce qu'on appelle le Rainbow Chart. Vous tapez juste Bitcoin Rainbow Chart sur Internet et vous tomberez sur ce slide qui en fait traduit les fluctuations du Bitcoin au fur et à mesure du temps sur une échelle logarithmique. Alors, une échelle logarithmique, c'est quoi? Donc, je me mets sur le slide et vous voyez qu'ici, en fait, vous êtes à 100 sur cette ligne-là. Ici, vous êtes à 1000, vous êtes à 10 000, vous êtes à 100 000. Donc, les graduations ne sont pas 10, 11, 12, 13, c'est 10, 100, 1000. Donc, on est sur une hausse très, très importante. C'est pour ça que ce qu'on constate généralement sur ce slide, c'est que la courbe globale du Bitcoin progresse dans un arc de cercle qui tend vers le haut et il fluctue à l'intérieur de ce rainbow, de cet arc-en-ciel. On a pu constater, et là encore c'est une théorie, que quand on est dans le bas de l'arc-en-ciel, c'est un bon moment pour acheter. Quand vous êtes au milieu, c'est probablement un bon moment pour acheter. Quand vous êtes sur les zones rouges, c'est pas forcément le meilleur moment parce qu'il va peut-être y avoir une décroissance du prix avant de pouvoir repartir si on en croit ces cycles. Sachant que vous voyez, c'est cadencé par les halvings où on est généralement au niveau des zones bleues pendant ces périodes-là. On peut la voir déjà, la zone bleue, après ce qu'on appelle des bear markets, des phases de baisse importantes. Et là, par contre, depuis qu'on est sorti des zones vertes, on est plutôt dans quelque chose qu'on va appeler un bull run qui peut se faire d'une traite ou qui peut se faire avec un palier central au milieu. Peut-être que c'est ce que nous avons connu ici. En tout cas, voilà l'idée qu'il faut retenir de ce slide, c'est qu'il y a une tendance et que oui, faire x100 en 10 ans, c'est possible. Faire x1000, c'est déjà plus compliqué. Qu'est-ce que l'on constate de plus? Là, vous avez les courbes passées des précédents cycles et nous sommes dans le cycle violet où on a un début de décollage. Vous noterez quoi? Vous noterez que les cycles ici sont plus intenses au début que sur la fin et que la baisse peut être très forte. Donc il faut avoir en tête ça, le marché de la crypto peut connaître des fortes hausses et des fortes baisses. D'accord? Et on peut s'attendre à ce que, vous voyez, on est passé ici, on était dans cette zone-là, on est tombé dans cette zone-là, peut-être qu'on tombera dans cette zone-là. Donc, les cycles sont moins grande amplitude. Par contre, on note que la baisse aussi est moins forte. Hein, dans le sens où, vous voyez, ici on était là, ici on est ici, là on était tombé très bas. Donc, grosso modo, on peut s'attendre à ce qu'on ait un bon niveau de soutien, un soutien en tout cas un peu plus élevé que précédemment. Je le traduis ici par un chart qui a été fait par BuyBTC sur la base du modèle de Centrion USD, qu'on appelle également Plan B, qui a développé le stock-to-flow ratio, un modèle qui essaie de prédire le prix du Bitcoin. On constate, selon son analyse, qu'il y a des moments clés dans le cours qui s'apparentent à des niveaux où Bitcoin a du mal à franchir. D'accord? Donc, il y en avait une au niveau des 200 $, une au niveau des 3000 $ et une au niveau des 60 000 $. Ensuite, on constate quoi? On constate qu'une fois que ce niveau est franchi, il sert de support de manière assez forte et permet au cours de ne pas retomber en dessous. Et entre ces levels-là, il semblerait qu'on ait x15, comme on a eu x15 initialement, x20 lors de ce cycle-ci. On verra ce qu'il en aura plus tard, mais en tout cas, on a l'impression que ces points bas, finalement, sont pour le coup de plus en plus hauts. Donc, on a peut-être un arc de cercle qui va tendre à se rétrécir plutôt qu'à s'élargir. Donc, au final, par rapport à tout ça, ce qu'on note, c'est qu'un cycle dure 4 ans.
Quelqu'un qui a acheté du Bitcoin, peu importe le moment où il l'a fait, s'il l'a gardé sans le revendre pendant 3 ans, jusqu'à présent, il n'a jamais perdu. On constate aussi que l'intensité des cycles diminue, ce qui veut dire que plus on tarde, plus c'est difficile d'atteindre l'objectif de devenir millionnaire avec de la crypto. Et le x100 est probablement ce qu'on peut espérer aujourd'hui avec Bitcoin, et on verra d'autres alternatives pour pouvoir booster tout ça. Le top au top, c'est-à-dire l'ancien plus haut historique jusqu'au suivant, a tendance à diminuer. Le facteur multiplicateur est de moins en moins fort, donc on va attendre de moins en moins de performance. Mais à contrario, le point plancher, lui, a peut-être tendance à augmenter, ce qui explique notre biseau global sur notre arc-en-ciel. Donc ça, c'est plutôt positif d'un point de vue prudence. Ça veut dire qu'on aura peut-être des baisses moins importantes lors des bear markets. On rappelle ici, et c'est très important, que tout ceci sont des théories. On ne sait pas ce que sera l'avenir. L'avenir est en train d'être construit par tous les acteurs du marché et peut-être que tout ceci se révélera faux. C'est un pari que l'on prend. On ne peut pas gagner d'argent, c'est très important, on ne peut pas gagner d'argent avec de la crypto de manière certaine. Il y a forcément un risque que l'on prend. Sinon, tout le monde serait déjà millionnaire. Et on peut dire encore une dernière chose, c'est que, a priori, pour devenir millionnaire, un cycle ne sera pas suffisant, sauf si vous commencez déjà avec beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, si vous commencez avec 1000 à 10 000 $, il faudra plutôt attendre 2 cycles, ce qui nous amène bien à notre idée d'à peu près 10 ans. Donc, nous avons une solution qui existe pour aller chercher un peu plus de performance, ce sont les altcoins. Les altcoins, pour faire simple, c'est tout ce qui n'est pas Bitcoin. Bitcoin est le cœur de l'univers de la crypto. Autour de lui, on a les galaxies et dans ces galaxies, nous avons des jetons. Et je mets à part les stablecoins qui vont servir dans notre stratégie, mais qui ne sont pas un levier de performance. Donc, on a tout cet écosystème-là et en allant sur certains jetons, on va générer plus que d'autres. C'est ce que j'ai essayé de représenter au doigt mouillé, ce diagramme du risque-reward. Le risque, c'est la probabilité que votre patrimoine, votre capital, se casse la figure à un moment donné. Le reward, c'est la probabilité de performance que vous allez constater à un moment T. Globalement, ça va suivre une ligne parce qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de raison qu'un actif soit peu risqué et génère beaucoup. C'est plutôt sur une ligne droite comme ça. Ce qui peut justifier que parfois le risque soit moins important que le reward, c'est quoi? C'est que les gens n'ont pas encore compris la valeur d'un actif. En tout cas, comme vous pouvez le voir, vous allez retrouver tout en haut à droite ce qu'on va appeler les shitcoins ou les meme coins, qui sont des actifs qui peuvent connaître des fluctuations terribles, très 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 fortes, à la hausse comme à la baisse. On peut perdre 40, 50, 60% dans la journée. On peut perdre, on l'a vu avec un jeton qui s'appelait le Squid Game, qui venait de la série Squid. On retrouve le jeton a perdu 99,99% de sa valeur en 10 minutes. Et avant, il avait fait x 2400. D'accord? Donc, il est possible de trouver des petits actifs comme ça, mais en fait, ils ne sont pas durables, ils ne sont pas construits pour capter de la valeur sur le long terme, ils sont là simplement pour attirer des utilisateurs qui vont l'acheter pour renflouer les riches d'avant. Mais c'est ici dans le graphique parce qu'effectivement, potentiellement, vous pouvez tomber sur le bon qui n'a pas encore explosé, qui va exploser et qui va vous faire une culbute. Et puis, plus on va se rapprocher du stablecoin, plus on va avoir des projets qui, pour l'instant, ne se sont pas encore révélés et qui ont une proposition de valeur avec, du coup, un rendement attendu qui peut être élevé. Et ensuite, on a les jetons qui sont des blockchains parallèles ou des jetons, par exemple, que le Uniswap, qui existent depuis assez longtemps, qui sont parmi les premiers à avoir apporté une idée et qui sont toujours là, ce qui amène une certaine sécurité. Alors, évidemment, ça ne fera pas aussi fort qu'un petit jeton qui n'a pas encore explosé. Et enfin, vous avez Bitcoin ici, qui, lui, pour le coup, est un petit peu risqué, mais c'est le moins risqué de tout l'écosystème crypto, mis à part les stablecoins, où là, le risque est très très faible, puisque la probabilité qu'il y ait un problème vient surtout de celui qui émet le jeton et pas la proposition de valeur en tant que telle. Donc vous voyez, on a tout ça. Et donc l'astuce va être d'aller piocher dans notre portefeuille, parce qu'on est dans la constitution d'un ensemble de lignes que l'on va accumuler et on va diversifier les choses pour ne pas être tout là-haut
et pas tout ici. Parce que si on n'est que tout ici, on n'aura jamais le x1000. Par contre, si on va là, on aura peut-être le x1000, mais le lendemain ou le surlendemain, tout s'est cassé la figure. Si je n'ai pas été réactif, ce qui arrive dans 90% des cas, eh ben, je passe à côté et je me retrouve avec moins que ce que j'ai mis. Donc voilà un petit peu le panorama des ALT et de la stratégie. Donc, Hercule n'est pas devenu Hercule en un jour. Il a fait ses 12 travaux. Donc, vous ne pourrez pas passer à côté de la compréhension de ce qu'est Bitcoin. C'est essentiel. Vous pouvez investir avant, vous pouvez rentrer dans Bitcoin aujourd'hui sans savoir ce que c'est, mais il est impératif que vous compreniez ce que c'est. Vous avez des vidéos sur Internet, vous avez des articles sur le blog de bitcoin.fr, vous avez plein de choses qui sont très importantes à comprendre parce que si vous ne comprenez pas Bitcoin, vous passez à côté du centre de l'univers de la crypto. Et tout ce qui est autour a été inventé, pensé, amélioré par rapport à lui. C'est la base de la compréhension. Vous ne pouvez pas passer à côté du soleil de notre système. Il faut comprendre ce que c'est. Ensuite, il va vous falloir comprendre aussi, et oui, il va falloir faire ces travaux, ce travail, ce qu'est Ethereum. Ethereum, c'est la première blockchain de smart contract qui a été inventée. C'est elle qui va permettre de comprendre le fonctionnement des autres. Tout ce qui a été inventé autour des dApps, des applications décentralisées, autour des tokens, etc., puise sa compréhension d'Ethereum. Donc, il faut comprendre ce que c'est. Voilà. Pour pouvoir comprendre le reste. Parce qu'on ne peut pas faire fortune en n'ayant pas compris au moins ce qu'était Bitcoin et ce qu'était Ethereum. Et ensuite, vous allez avoir encore un petit travail, mais là, ça va être principalement pour les tokens où vous allez prendre du risque. Il va falloir comprendre un petit peu le reste. Le reste, il va falloir s'intéresser à comment fonctionne ce jeton, quelle est sa circulating supply, c'est-à-dire combien de jetons ont été émis et combien il y en aura à terme. Et comment on peut acheter ces jetons, comment on peut les vendre et à quoi ils servent. Vous ne ferez malheureusement jamais fortune sur le long terme si vous achetez un jeton qui ne sert à rien. Et ça, malheureusement, ça existe, des très belles entreprises qui vous sortent un jeton, mais le jeton ne sert à rien. Donc l'entreprise va faire des fortunes, va très bien marcher, elle aura des utilisateurs, des clients, etc. Mais on n'a pas besoin du jeton. Donc vous avez acheté un jeton qui ne sert à rien. Donc peut-être qu'il va monter un temps en se disant « Ouais, bah voilà, il y a une sorte de hype. » Mais quand la hype s'en va et que ce qui compte, c'est le fondamental, et ben là, vous retrouvez le bec dans l'eau. Donc il est important de comprendre, de passer une demi-heure avant d'investir dans un jeton pour comprendre comment ça marche. Et plus vous l'aurez fait, plus vous saurez détecter un bon projet d'un mauvais projet. Alors, il faut avoir en tête ce petit schéma qui a été théorisé. C'est une théorie, encore une fois. On essaye d'appréhender un petit peu ce monde de la crypto. Et en fait, on s'aperçoit que Bitcoin a des fluctuations très fortes. Parfois, on peut varier de 10, 15, 20, 30% dans la journée. Et quand le soleil, quand le cœur de l'univers est en train de changer, il impacte ce qu'il y a autour de lui. C'est pour ça que cette image-là, toute chose a un impact sur autre chose. Et donc là, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des phases où l'argent qui était dans Bitcoin va finir à un moment donné par grandir, parce qu'il y a de nouvelles gens qui arrivent, donc le soleil grandit. Et généralement, quand il grandit, il aspire tout. Il aspire aussi les autres valeurs qui étaient dans les petits jetons, parce que c'est Bitcoin qui prend, donc Bitcoin monte. Et puis à un moment donné, le soleil va se refroidir un petit peu, et cet argent va aller dans les autres projets. D'abord Ethereum, ensuite les autres blockchains, et puis après les petits jetons. Et c'est là où un tout petit bout du soleil, qui est immense, quand il finit par arriver sur une petite planète comme Mars, et bien là, ça fait exploser le cours. Et donc toute la stratégie va être d'essayer de faire des va-et-vient entre Bitcoin d'un côté et les autres jetons. Et comme on aura du mal à prédire, le mieux est d'être déjà d'avance sur les petits jetons pour que le moment où ça arrive sur nous, on profite de la hausse, on vend une partie et on la bascule dans Bitcoin parce que Bitcoin est a priori le jeton qui devrait résister dans les 10, 15, 20 prochaines années. Voilà un petit peu cette théorie-là avec des phases qu'on constate en fonction de l'activité de Bitcoin et comment ça se répercute sur l'écosystème global de la crypto. Donc, il y a plusieurs stratégies qui existent.
Il y en a qui, entre guillemets, ne veulent pas monter sur finalement cette courbe du risque-reward. Ils veulent rester sur simplement Bitcoin parce que le reste est trop risqué. C'est compréhensible. C'est généralement des maximalistes qu'on va dire, on va les appeler comme ça, Bitcoin, 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 et ils vont se concentrer là-dessus. Vous avez ensuite ceux qui vont être prêts à aller sur des jetons plus solides, qui ont pu déjà un petit peu monter, mais qui vont finalement avoir un potentiel de hausse qui sera supérieur à Bitcoin. Et vous avez enfin les alts, qui sont ces tout petits jetons qu'on peut retrouver tout en haut du spectre, et qui pour le coup là peuvent très fortement monter, mais là on recommandera de ne pas aller sur ces mêmes coins, ces petits jetons qui sont généralement avec des têtes d'animaux, qui pour le coup là peuvent exploser mais se casser la figure en 10 minutes. En 10 minutes. Donc moi personnellement, on va voir que dans la stratégie, on va être dans un mélange de Bitcoin, de jetons solides et d'alt. Alors, en stratégie, on a le buy and hold. Qu'est-ce que c'est que le hodl? Le hodl, c'est garder ces jetons et ne pas les toucher. Vous les achetez, vous les mettez dans un coffre et vous n'y touchez plus, et ceci pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et pendant toute cette période-là même, vous allez acheter du jeton, acheter du Bitcoin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous pouvez faire cette stratégie avec d'autres jetons que Bitcoin. Le buy and hodl, il marche sur tous les jetons. Vous avez ensuite le buy and yodel. Le yodel, c'est ce qu'on explique chez Swissborg, la solution pour générer du rendement sur ces bitcoins. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, 0,1 bitcoin et on vous dit, vous allez gagner 1% à l'année payé en bitcoin. Donc, si vous avez 0,1, à la fin de l'année, vous en aurez 0,101. Avec évidemment le potentiel de voir votre bitcoin avoir doublé de valeur. Et donc, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc voilà, donc il y a les deux solutions qui existent, le buy and hodl et le buy and yodel qui permet de générer plus. On va faire comment? Eh bien en fait, on va, plutôt que rester simplement dans Bitcoin, on va diversifier. On va aller dans plein de jetons différents. On va éviter non plus d'en avoir 50 parce qu'après, c'est pas possible de suivre. Mais on va aller dans quelques jetons à potentiel, mais aussi qui sont solides. Ça ne sert à rien d'aller dans un jeton qui va complètement se casser la figure, qui n'a pas d'avenir. C'est là où il faut être un peu à l'écoute, voir ce qui se dit et surtout se faire sa propre opinion. Donc on va diversifier, et une fois qu'on a diversifié et que ça a pris de la valeur, on va revenir vers Bitcoin. D'accord ? L'idée, c'est que c'est Bitcoin, a priori, qui va conserver le mieux la valeur dans le temps. C'est l'or numérique, c'est l'or en mieux. Donc c'est ce qu'on va essayer de conserver. Mais comme on a vu qu'il y avait des cycles, et que de temps en temps, Bitcoin pouvait se casser la figure lui aussi, entraînant, quand Bitcoin perd, quand Bitcoin éternue, généralement, tout le monde a la grippe. Hein. Donc, il vaut mieux être dans du Bitcoin quand ça se casse la figure que dans le reste. Mais on va voir qu'en fait, une solution, c'est le stablecoin, qui fait que lui, quand Bitcoin se casse la figure, il casse la figure par rapport au stablecoin. Donc, c'est intéressant d'en avoir, et donc on va sécuriser une partie de nos actifs dans du stablecoin. On va parler des risques. Le risque le plus important, c'est de se tromper de plateforme. C'est d'aller sur une plateforme qui ne répond pas à vos besoins, et c'est d'aller sur une plateforme qui va, parce que elle n'est pas faite pour vous, vous allez faire des erreurs. La première source de difficulté qu'un utilisateur va rencontrer, c'est le fait de se tromper. Vous verrez en regardant, je voulais vendre, j'ai acheté, je voulais pas faire ça, je l'ai fait, ça s'est cassé la figure, je suis perdant, etc. Donc en gros, plus la plateforme est complexe, vous ne la comprenez pas en la regardant, plus il est probable que vous fassiez des erreurs et qu'au final, ça vous casse la dynamique de votre croissance de portefeuille pour atteindre le million. Donc, soyez prudent là-dessus. Visez plutôt, puisque vous êtes débutant, la simplicité, la facilité de compréhension de la plateforme sur laquelle vous êtes. Ça vous évitera des erreurs. Ensuite, vous avez les leviers. Vous allez trouver des plateformes qui vont vous proposer de jouer, non pas avec votre argent, mais avec plus que votre argent. D'accord ? Vous aviez 1000 et on va dire, tu peux parier 10 000. En fait, ce qu'ils font, c'est que, alors que vous êtes sur un actif comme Bitcoin, qui est assez peu risqué dans la courbe qu'on a vue tout à l'heure, ils vont dire, ça ne te suffit pas, je vais te créer du risque supplémentaire. Et tu vas pouvoir parier, non pas ce que tu as, mais 2-3 fois plus. Le souci ici, c'est que quand vous vous trompez,
vous avez fait correctement, bon, vous avez fait votre scénario, vous dites ça va, il va se passer ça, Bitcoin va faire x3, va faire x4, donc je prends un effet de levier x2, ça va multiplier par 2 la performance. Je prends un effet de levier x5, ça fera 5 fois la performance. Le problème, c'est que quand vous faites un effet de levier x5 et que le marché va dans le mauvais sens et qu'il perd 20%, ben 5 fois 20%, c'est 100%. Et donc quand vous perdez non pas 20%, vous perdez tout. Et quand on perd tout, on n'a plus rien. C'est bête à dire, mais c'est évident. Et donc en fait, le levier est très dangereux pour quelqu'un qui ne sait pas s'en servir. Et c'est pour ça que moi, je déconseille vivement à tous ceux qui n'ont pas un bon background en crypto et dans les marchés traditionnels de la bourse avec effet de levier, de ne pas aller là-dedans et d'éviter ça. Ce sont des promesses qui, finalement, ne profitent qu'à très peu. Il y a plus de 85% des gens qui, au final, perdent avec les plateformes à levier. Le levier, c'est fait pour rincer les petits. Alors évidemment, vous allez toujours trouver quelqu'un qui va dire « moi, j'ai réussi, j'ai gagné ». Oui, bah, il fait partie des 5 à 10% qui sont gagnants. Mais le reste, ils sont perdants. Tôt ou tard, ils finiront par perdre parce qu'ils n'ont pas cette discipline très très forte qu'il faut. C'est pour ça que moi, je recommande vivement le buy and hold, le buy and hodl, et éventuellement de diversifier un petit peu au fur et à mesure de notre trajectoire, parce qu'on va suivre une trajectoire. La sécurité, le hack, perdre ses cryptos. Et bien là, en fait, c'est d'aller sur une plateforme qui, pour le coup, n'est pas très ancienne, qui est toute nouvelle. On va vous promettre quelque chose, et puis vous allez aller dessus, oui, tout se passe bien, et puis il y a un hack. Elle se fait pirater, on vous vole, la plateforme se fait voler ses cryptos. On a connu ça par le passé plein de fois, et vous n'avez plus rien. Voilà. Donc c'est de la faute à la plateforme qui n'a pas été assez sécurisée, mais voilà, il y a un hack de vos cryptos, vous n'avez plus rien. Donc là aussi, on recommandera de plutôt diversifier ces plateformes. Et puis, il y a le sujet des arnaques. Il y a des arnaques partout, surtout dans les systèmes innovants. Donc évidemment, la crypto, il n'y a pas plus d'innovant en ce moment. Tout le monde dans le monde de l'innovation ne parle que de la crypto, la crypto, la crypto. Donc forcément, les arnaqueurs, ils entendent ça, ils s'y glissent. Parce que les gens ne connaissent pas, parce que les gens n'ont pas les bons réflexes. Donc, il faut faire attention et on en parlera dans les pièges à éviter. D'accord ? Mais sachez que sur une plateforme centralisée, ce n'est pas parce qu'elle est centralisée que vous ne pouvez pas tomber dans une arnaque. Parce qu'en fait, c'est vous, à un moment donné, qui décidez de sortir de l'argent de la plateforme à quelqu'un. Donc ça, c'est un risque. Vous pouvez aussi vouloir le faire par vous-même. Mais là aussi, ce n'est pas sans risque. À gauche, vous avez le Ledger. Le Ledger, c'est la solution française qui existe pour investir, pour stocker sa crypto. Donc généralement, vous avez la possibilité soit de stocker la crypto chez un exchange ou une plateforme, soit de la détenir vous-même et donc de garder sur une petite clé. Cette petite clé, elle va stocker ce qu'on appelle les informations de la blockchain, les clés privées de vos cryptos. Le sujet avec ça, c'est que c'est une difficulté supplémentaire de compréhension de ce qui se passe et donc vous pouvez vous tromper en, par exemple, notant mal les informations, en perdant la feuille sur laquelle vous avez saisi vos informations, en perdant la clé et en ne sachant pas comment récupérer vos actifs. Bref, c'est complexe et il n'y a pas grand monde pour vous aider si vous êtes en difficulté. Vous trouverez toujours des mondes dans la cryptosphère qui vous donneront un petit coup de main, mais il n'est pas dit que vous tombiez sur des personnes très honnêtes. Ça, c'est malheureusement le problème. Vous avez aussi des frais qui s'appliquent. Déjà, un petit boîtier comme ça, c'est une 50 ça peut monter à 100 €, quoi. Donc, c'est sûr que si vous investissez au début 10 ou 100 €, vous n'allez pas dépenser la totalité de votre capital juste pour sécuriser un truc qui vaut quasiment rien. D'accord ? Donc, ça n'est une solution, je pense, qui n'est performante que quand vous commencez à avoir beaucoup, au moins 2000, au moins 5000, au moins 10 000. Pour moi, je dirais à partir du moment où cette valeur-là, eh bien, si vous la perdiez, ce serait dramatique. Et je ne pense pas qu'on devrait tout mettre sur cette solution-là. On devrait en mettre une partie progressivement au fur et à mesure que l'on on se rapproche de notre objectif. Donc voilà, le fait qu'il y ait des frais assez forts lorsque l'on fait des transactions ou quand on utilise des protocoles qui permettent de générer du rendement, eh bien, c'est un frein et c'est un risque de ne pas bien savoir calculer ses frais et de se retrouver finalement à manger sa performance. Vous avez aussi un autre phénomène qui est très important, c'est que quand vous êtes là-dessus, vous ne faites pas vraiment confiance à qui que ce soit, vous êtes tout seul et donc vous êtes responsable. C'est votre argent, c'est votre clé, c'est votre patrimoine.
s'il arrive quelque chose à vous et que vous n'avez pas bien prévu les choses, vous allez tout perdre, ce qui est dessus, parce que vous aurez fait l'erreur, quoi. Donc, il est important de bien comprendre comment ça marche avant de commencer à s'en servir. Donc, je vous inviterai à regarder des tutos, des explications de Scale Ledger, comment ça marche, comment ça se combine avec le téléphone, le PC, comment on le plug avec des MetaMask, des choses comme ça. C'est, on l'a dit, complexe par rapport à une solution centralisée, encore, et c'est aussi de la responsabilité. Et donc, il faut assumer derrière. Si on passe par là-dedans, il faut se dire, OK, c'est pour ça qu'il y a les petit à petit, c'est pas une mauvaise idée. Et vous avez enfin les arnaques. Parce que bien souvent, les arnaques ne viennent pas parce qu'on vient vous prendre les choses à l'intérieur, mais c'est parce que vous les envoyez à la mauvaise personne. Ça, c'est le principal lot des arnaques. C'est je pensais avoir fait ça, je l'ai mal fait. Boum. Je pensais parler avec quelqu'un d'honnête et c'était quelqu'un de malhonnête. Bref, il faut se méfier et c'est vous qui êtes généralement à l'origine. La blockchain est très sécurisée. Hein. Bitcoin et Ethereum, c'est quand même très sécurisé. Il n'y a jamais eu d'attaque. Quelqu'un qui s'est fait piquer son Bitcoin parce qu'il utilisait Bitcoin normalement. Non. Vous êtes le point de défaillance. Et quand on est avec une solution comme le Ledger, eh bien, vous assumez tout parce que vous ne faites pas confiance à quelqu'un pour le faire à votre place. Voilà, on va continuer, on va parler des pièges. Le principal piège que vous pouvez rencontrer, ce sont les arnaques. Donc, qu'est-ce qu'on a comme arnaque? L'arnaque la plus fréquente, la plus débile qui soit, c'est malheureusement, beaucoup de gens tombent dedans, c'est la promesse de « envoie-moi du Bitcoin, de l'Ethereum, du jeton Binance, envoie-moi un jeton et je vais te rendre le double, ou je vais te rendre le triple, je vais te rendre le quintuple, je vais te rendre beaucoup plus. » Franchement, les amis, ça n'existe pas des plans comme ça. C'est évident, ça flaire l'arnaque, ne tombez pas là-dedans. Il n'y a aucune raison que quelqu'un, s'il a envie de vous donner du Bitcoin, eh ben, mais qu'il le donne directement. Il n'a pas besoin que vous lui en envoyiez, il vous le donne tout de suite. Donc, si on commence à vous contacter, déjà de base, quelqu'un qui vous contacte, c'est un signal, c'est foireux. Voilà. Donc, on le met ici parce que c'est vraiment un piège très fréquent. Donc, on fait attention à ça. Les promesses trop belles, ça n'existe pas. Ensuite, quand vous avez un ledger ou quand vous avez une plateforme, quand vous commencerez à tâter un petit peu des produits un peu plus complexes, vous avez généralement une série de mots à écrire quelque part. D'accord? Cette série de mots, c'est pas rien. C'est la clé de secours pour accéder à votre patrimoine. Si vous mettez cette information dans les mauvaises mains, la personne va simplement utiliser ces mots et va tout vous piquer. C'est un vol en col blanc, pas de problème, bam, j'arrive, je rentre les mots, je prends tout. Donc c'est une information qui en aucun cas ne doit être transmise. Il n'y a jamais un cas possible où quelqu'un de légitime vous demandera ça. Ça n'existe pas. Si le type vous le demande, warning, warning, c'est une arnaque. Voilà. Donc les arnaques, c'est principalement ça. Vous avez ensuite les mauvais choix, les bad moves. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être tranquille, vous êtes dans votre portefeuille, et là, vous allez entendre parler d'un projet. Et bien souvent, le projet, il y en a qui vont vous dire: il est génial, et puis si vous creusez un petit peu, vous allez percevoir: mais attends, cet immeuble-là, il est complètement pourri. Il est complètement pourri ton immeuble. Regarde-moi ça, les fenêtres cassées, il est à moitié fendu, bref, ça n'ira nulle part ce truc. Mais si vous n'avez pas fait ce 30-35 minutes pour rentrer dans l'immeuble et voir quelle gueule il a, vous allez l'acheter sur plan et puis vous allez: ah oui, oui, le plan était juste, sauf qu'il avait très mal construit ce truc. Et donc en fait, vous allez dépenser des bitcoins ou d'autres cryptos que vous avez dans un projet foireux et tôt ou tard, un jeu foireux, il s'écroule. C'est le cas des mêmes coins qui, tôt ou tard, finiront par s'écrouler. Donc, faites attention à ça, les mauvais choix. L'autre chose aussi, c'est le mauvais choix de la plateforme. Vous pouvez être attiré par un jeton. Vous avez vu un jeton, il est là, il est très beau. Vous avez fait votre étude, il est très beau ce jeton. Sauf que pour l'acheter, c'est compliqué. Il faut aller sur une plateforme exotique, un truc Bitcoin multiplier, machin. Personne n'en a jamais parlé de ce truc. Mais vous vous dites: ce jeton-là, je le veux, je le veux.
Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous envoyez vos bitcoins sur cette plateforme foireuse, vous faites votre échange, jusqu'ici tout va bien, et vous voulez retirer votre argent, les cryptos que vous avez achetés, et là, patatras, il n'y a plus personne au répondeur, impossible de récupérer son argent, la plateforme était fausse. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'aller sur des plateformes réputées, des plateformes qui ont déjà beaucoup d'utilisateurs, dont beaucoup de gens en parlent, des gens qui ont fait des essais, qui ont retiré de l'argent, qui en ont remis, comme chez Swissborg. Donc, vous voyez, le sujet, il est là aussi. On peut parfois faire un bon move et en fait, bam, on est sur le mauvais endroit et on ne récupère pas son argent. Voilà les principaux pièges que vous pouvez rencontrer. Il y en a un dernier qui vient tout simplement du fonctionnement de la crypto. Un jour, vous allez être amené à transférer de la crypto d'une plateforme à l'autre. D'accord? Donc là, il y a des règles de transfert. Ces règles de transfert sont de saisir une adresse de destination. Déjà, il faut s'assurer que vous allez envoyer le jeton sur la bonne adresse. Mais ensuite, il faut bien faire attention que vous recopiez correctement les caractères de cette adresse. Si vous ne le faites pas, si vous faites une erreur à cet endroit-là, c'est pas j'appelle la banque et annuler tout. Non, c'est parti. Quand c'est parti, c'est parti. Il n'y a aucun moyen de récupérer des jetons qui ont été envoyés sur une mauvaise adresse. Aucun moyen parce que c'est perdu. C'est comme ça que fonctionne Bitcoin. C'est du cash. Quand vous avez donné du cash à quelqu'un, eh ben, il part avec. Sauf que là, vous allez l'envoyer sur une adresse qui n'appartient à personne. Et donc, il n'y a personne à rappeler. Donc, faites très attention. Dès que vous envoyez quelque chose, partez du principe que vous ne le reverrez plus. Donc, il faut être sûr que vous envoyez à la bonne personne, à un compte qui est à vous, etc., etc. Voilà les principaux pièges. J'espère que ça vous évitera de tomber dedans. On va maintenant parler de la méthode Factor X. C'est celle que personnellement j'utilise, c'est celle à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Donc, je vais vous donner un petit peu la méthode. La méthode est assez simple, ça revient à un calcul, une fraction. Je fixe mon objectif. Et là, l'objectif, il dépend de chacun. Vous pouvez dire, moi, mon objectif, c'est 100 000 euros, mon objectif, c'est 1 million, mon objectif, c'est 5 millions. Fixez votre objectif. Et vous fixez votre capital actuel, c'est-à-dire la valeur que vous avez aujourd'hui. On va faire un premier exemple. Mon objectif, c'est 1 million de dollars. Et j'ai 100 dollars. Mais pour passer de 100 dollars à 1 million, je dois multiplier mon patrimoine par 10 000. Je dois faire fois 10 000. C'est énorme. Si par contre, mon objectif, c'est 500 000 dollars et que j'ai 10 000 dollars, je ne dois plus multiplier que par 50. En fait, on va avoir, grâce à cet outil, une notion du multiple qu'il faut que j'accomplisse. Et plus mon multiple sera élevé, plus je devrai prendre des risques. Et on va suivre un petit peu notre parcours avec cette idée-là que finalement, au début, je vais devoir prendre des risques parce que j'ai un tout petit patrimoine, mais plus je vais me rapprocher de mon objectif, moins je dois en prendre. Et il est impératif que j'en prenne moins parce que les risques, à un moment donné, ça se traduit par une perte potentielle. Et ça peut se traduire par une perte directement. Hop, la ligne, elle vaut 0. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette notion-là et de ne pas être to the moon tout le temps à la fin quand vous vous approchez de votre objectif. Il faut accepter d'aller moins vite. On peut mettre le pied sur le champignon au départ, mais plus on se rapproche de la fin, de la ligne d'arrivée, là pour le coup, il ne faut pas que la voiture se crache. Voilà. Alors, ce qu'on retient de cette méthode Factor X. 1, plus le facteur X est élevé, plus je vais devoir prendre des risques pour atteindre mon objectif. 2, à mesure que mes placements performent, je dois adapter mon portefeuille pour prendre moins de risques. Je ne veux pas perdre, je ne veux pas voir ma voiture se cracher contre le mur et retomber à 0. Ce que peut faire la crypto si on gère mal les choses. 3, je dois trouver des astuces pour améliorer mon rendement sans tomber dans les arnaques. Parce qu'effectivement, il va y avoir les choix que je fais qui vont, on va espérer, être bons. Et ensuite, il y a le moyen, sans prendre vraiment beaucoup plus de risques, de gagner un petit peu plus. Et puis des petits pourcentages sur une somme, ça peut venir paraître très important. Voilà un petit peu les idées. Je mettrai en blanc ce que je considère comme factuel. Je mettrai en vert pour la suite, je pense, les conseils intéressants et en jaune, les conseils qui pour moi valent de l'or. Alors, on l'a compris, on a tout un spectre de types de jetons et on a un risque qui est différent. Et donc, on va espérer aller sur ces jetons qui sont ici, qui sont avec des rendements intéressants.
Et au fur et à mesure qu'on va gagner, on va venir sécuriser un petit peu pour aller dans les jetons avec un peu moins de risques, voire même complètement sécuriser une partie, voire sortir carrément de la crypto une partie de notre patrimoine pour être dans des choses qui sont encore plus décorrélées de tout ça. Évidemment, on n'aura pas les mêmes rendements attendus dans l'économie réelle, dans l'immobilier, des choses comme ça, mais c'est un chemin qu'il faut qu'on fasse aussi. Il ne faut pas juste rester dans l'écosystème, il faut un petit peu en prendre. Enfin, je conseille d'en prendre un petit peu aussi. Et je vous dirai un petit peu des petits marqueurs au moment où il faut en prendre. Évidemment, on ne mettra jamais tout dans les petits jetons. Il en faut dans Bitcoin, il en faut dans Ethereum. C'est la base du système. Ce qui est important aussi, c'est que le facteur X ne dépend pas du million, ne dépend pas de 500 000, ne dépend pas d'autres choses. Je vais vous donner un exemple. J'ai un objectif à 1 million. Si j'ai 100 000 $, mon facteur X est de 10. 100 000 fois 10, 1 million. Si mon objectif c'est 100 000 et que j'ai 10 000 $, c'est aussi fois 10. Donc, on se fiche avec cette méthode de savoir combien vous avez sur votre compte. Et voilà, l'important, c'est combien vous êtes fixé, combien vous avez aujourd'hui et quel est le facteur qui est là. D'accord? Donc, cette méthode, elle s'adresse à tous les portefeuilles. Elle s'adresse à tout le monde parce que tout le monde doit se fixer un objectif aussi. Alors, on est parti. La méthode de facteur X, voilà. Il faut déjà investir ce qu'on est prêt à perdre. Déjà, ça, c'est important. C'est la base dans l'investissement crypto. La crypto peut tomber à zéro, donc n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. 2, rentrez régulièrement. On évite le all-in d'un coup. On rentre progressivement. On se fixe un plan et on achète. Vous pouvez mettre au début 30% et puis après mettre le reste. Mais c'est important de ne pas tout mettre d'un coup parce que la crypto peut se casser la figure et à ce moment-là, vous allez être un petit peu dégoûté de la vie. Ce n'est pas le but. Le but, c'est une belle aventure, la crypto. Vous pouvez progressivement prendre vos gains. Donc, rentrez régulièrement. C'est la méthode DCA. Ça peut être, par exemple, 100 € tous les jours. Ça peut être 1 000 € par semaine. Ça peut être 100 € par mois. L'important, c'est de l'adapter à votre capacité, à vos besoins, à votre projet, sans hypothéquer votre train de vie. Très important. Si ça hypothèque votre train de vie, le moment où vous aurez besoin de l'argent sera peut-être le mauvais moment et vous allez simplement passer à côté de l'opportunité. Ce que vous mettez dans la crypto, normalement, vous l'oubliez pendant 10 ans, dans le sens où vous ne le ramènerez pas dans la vie réelle. Vous allez simplement le faire travailler à l'intérieur. Vous pourrez faire des mouvements, mais pas les sortir pour revenir dans la vie réelle. Il faut que vous compreniez ce que l'on fait, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, sur quel jeton vous allez. C'est pour ça qu'il y a les 12 travaux d'Hercule. Ce n'est pas tout gratuit. Il y a un coût, et ce coût, c'est ce que vous mettez dedans, et c'est le temps que vous allez passer à comprendre. Et après, prendre les bonnes décisions. Vous avez ensuite le grand concept de « moins c'est mieux que trop », c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont se lancer dans une diversification terrible. Ils vont prendre 50 lignes, 60 lignes. Non. Il vaut mieux 10, 15 bons projets que 100. Parce que 100, ça sera ingérable. Vous n'êtes pas là pour étudier 100 projets, non. Vous en étudiez peut-être 30, 40, et sur ces 30, 40, vous en trouvez 5. Soyez sélectif, ne rentrez pas dans tout. Moins, c'est mieux que trop. Parce qu'après, au final, ça va détériorer votre portefeuille, votre suivi, votre travail. Voilà. Restez sceptique, évitez les arnaques. On vous parle de quelque chose, vous creusez le sujet, ça vous paraît pas terrible, il faut garder cet esprit critique. Non, j'adhère pas, je n'y crois pas. Vous mettez à l'écart. Il vaut mieux passer à côté d'une bonne opportunité que de tomber dans le ravin. Optimiser son patrimoine, le yield. Dès que vous avez l'opportunité quelque part sur un jeton de générer du rendement supplémentaire en ne prenant pas trop de risques, et là, il faut étudier comment se calcule ce yield, comment se fait ce risque, quel curseur je prends sur ce rendement-là, avec le risque, évidemment, eh bien, j'ai envie de dire, vous pouvez envisager de foncer. Faites attention toutefois au blocage. Parfois, vous entrez dans des trucs et ça va vous bloquer pendant 6 mois, 1 an. Là, j'aurais tendance à dire, si ça vous bloque plus d'une semaine ou plus de quelques jours, il faut se poser la question de le faire. Moi, j'aurais tendance à rester à l'écart. J'aime bien la liquidité. Donc, faites attention. Placez dans les yields, mais restez pas bloqué plus d'une semaine, sauf si vous avez une totale confiance et vous avez bien compris comment ça marchait. Sécurisez progressivement.
évidemment, là, notre plan, s'il se passe bien, on va transformer 1000 en 1 million ou 10 000 en 1 million. Donc on va monter en valeur. Il faut penser à se payer, à prendre de l'argent régulièrement. Et penser à devenir indépendant quand ça vaut le coup. C'est-à-dire qu'on a vu, il y a cette application, ce ledger-là qui vous permet de sécuriser votre crypto par vous-même. Ça ne sert à rien, selon moi, de le faire tout de suite. Il faut le faire quand ça vaut vraiment le coup, quand vous avez suffisamment de capital. Dépenser 100 balles quand vous avez 200 € de crypto, vous allez mettre, il vaut mieux que vous mettiez ces 100 balles-là en crypto. Sur un exchange centralisé, une plateforme comme Swissborg ou comme Binance, le risque qu'on vienne chercher vos 100 balles, il est minuscule. Donc, préférez rester dessus, et quand ça commencera à valoir 20 000, 30 000, 50 000, peut-être que vous pourrez commencer à mettre 10-15% sur ce ledger, et ça vaudra le coup d'avoir investi autant là-dedans. Et puis, comme ça, vous ferez des petits coups, et puis vous allez peut-être vous tromper au début, mais vous allez perdre 100 balles sur un truc qui vaut 50 000. C'est pas grave. Hein. De toute façon, il faut partir du principe qu'on n'apprend pas en ne faisant pas d'erreurs. Le but, c'est quand même d'éviter les erreurs obvious qui font que ben voilà, c'est très pénalisant. Une erreur au début est très pénalisante. On continue. Donc, on va se mettre dans ce premier cas où vous avez 1000 €, parce qu'on a vu, hein, commencer à 0 € ou avec 10 € ou 100 €, c'est possible, mais vous commencez à la hardcore, quoi. Hein. Là, vous allez affronter 1000 périls. En commençant avec 1000, déjà, vous êtes dans un niveau bien au-dessus. Vous allez pouvoir commencer à faire des choses sympathiques. Donc, c'est votre situation de départ. Il faut que vous diversifiez fortement le portefeuille. Vous pouvez, hein, l'objectif c'est le million, hein, vous pouvez avoir 30% dans des projets très solides. Hein, Bitcoin, Ethereum, vous mettez 30% là-dessus, et ça veut dire que 70 à 90%, vous pouvez mettre 100 balles, 100 balles, 100 balles, 100 balles sur des petits jetons. Des jetons qui ne sont pas encore dans le top 20 ou dans le top 30. Hein. Il faut aller chercher bas, il faut faire des petites études. Vous avez sur l'application Swissborg des projets de qualité qui sont encore classés 200e, 250e, 400e. Il y a vraiment des tout petits jetons. Donc, vous pouvez regarder ça. Je pense qu'il est quand même intéressant de ne pas se rentrer sur 3-4 jetons. Vous pouvez essayer d'avoir 10 jetons. D'accord ? Donc, vous pouvez avoir du Bitcoin, de l'Ethereum, du jeton Binance. Voilà, les 3 gros, et puis après, vous diversifiez un petit peu dans 7-8 petits jetons. Quoi. Là, il y a un potentiel de plus-value. Regardez la courbe où elle est. Si vous n'êtes pas au plus haut, c'est important de regarder la courbe. Parce que vous pouvez rentrer dans un jeton qui est petit, mais il est tout en haut. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à progresser, mais bon, il a quand même fait une partie de la hausse. Si vous allez dans un jeton qui a un niveau bien inférieur à son prix du top, s'il est sur Swissborg, c'est qu'a priori, il y a du fondamental. Donc, il y a raison d'y aller. Si vous gagnez sur un jeton, ne vendez jamais tout. Gardez-en toujours un peu. Il n'y a rien de plus insupportable que de rentrer dans un jeton, d'avoir eu raison de rentrer dans un jeton, il explose, il fait x5. Yes. Quand il fait x5, déjà, c'est une belle performance. Hein. Il fait x5. Et puis, il y a des gens, ils vendent tout. Et puis, manque de peau, ce truc, c'est vraiment une pépite. Le x5 se transforme en x15, en x20, en x50. Et merde, j'ai tout sorti, j'ai plus rien. Donc non, vous êtes sur un jeton, il performe, vous sécurisez un petit peu, et vous prenez, mais vous ne vendez pas tout. Vous en gardez toujours un bout, et vous sortez progressivement. Voilà, ça c'est très important. Vous avez réussi à transformer vos 1000 € en 10 000 €. Vous avez fait un x10. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais à ce stade-là ? Eh bien, il faut diversifier prudemment. Vous devez toujours avoir des placements qui sont dynamiques. On va appeler ces petits tokens de diversification à fort potentiel. Mais j'aurais tendance à concentrer de plus en plus votre patrimoine sur les jetons solides. Donc, on était de 10 à 30% sur des jetons solides, on va plutôt se rapprocher de 50-60%. Et le reste va pouvoir être dans des poches à potentiel, où là, on peut toujours viser le x20, le x30, le x40. Ces petits jetons peuvent faire x20, x30, x40. Le sujet, c'est qu'au fur et à mesure de la hausse, prenez vos gains. Le plan, il est fait pour 10 ans. On n'est pas dans un plan où vous allez faire fortune en 3 mois. Les gars qui vous disent « vous allez faire fortune en 3 mois en allant sur ce jeton-là », c'est le meilleur plan pour tout foirer. Vous allez vous retrouver avec potentiellement plus rien.
et vous allez rater la cible, vous allez être dégoûté, vous allez avoir perdu votre argent et puis c'est fini. Non, la bonne méthode, c'est d'avoir des gros jetons solides, d'avoir des petits jetons à fort potentiel et prendre ses gains quand on a fait des gains sur les petits pour aller sur les gros. Voilà. En tout cas, jusqu'à un facteur x100. On se rapproche, on arrive au facteur x10. Vous avez fait des excellents débuts, vous avez déjà fait x100, c'est phénoménal. Hein. Ça peut se faire en 4-5 ans, hein, le x100. Donc, la poche de jetons à forte spéculation doit être maîtrisée. Quand vous avez déjà fait x100, il faut arrêter de se dire « je mets tout sur des jetons mauvais ». Là, vous devriez avoir une bonne partie sur du Bitcoin, de l'Ethereum, les gros, le top 3, top 4 jetons, et le reste, une petite partie qui commence à aller dans du stablecoin, du truc où peu importe ce qui se passe, vous n'allez pas vous retrouver à zéro. Parce que Bitcoin peut perdre 80%, le stablecoin ne peut pas perdre. Donc, pensez régulièrement à alimenter une poche de stablecoin qui sera là voilà, pour repartir si jamais votre moteur cale. Pensez, là, vous pouvez commencer à valoriser vos cryptos avec du yield. Vous avez accumulé du Bitcoin, eh ben, ne le laissez pas dormir, faites-le travailler. Donc, chez Swissborg, en 3 clics, pouf, il se met à rapporter de manière prudente. Donc, vous gagnez un petit pourcentage par-ci, un petit pourcentage par-là. Ce qui est bien, parce que, par exemple, sur Polygon, le jeton Matic, vous avez un beau potentiel de hausse. Et en plus, vous allez générer du 8, 10, 15% par an. Donc ça, c'est top, parce que si vous gagnez 10% par an sur un jeton qui monte, vous avez bien fait de les mettre là. Alors, pensez à prendre une partie de votre capital de départ. Voilà, donc là, il faut commencer à se dire aussi, là, il faut que j'en prenne un peu. Donc, j'en ai mis en stablecoin à l'abri, et là, vous pouvez vous dire, je reviens en fiat, en euros, je sors complètement de l'écosystème crypto, j'en mets un petit peu. Il faut se poser la question, 2 questions qu'il faut se poser ici. 1, est-ce que je continue à alimenter à coût de 200 € par semaine, ou 1000 € par mois, ou 15 € par jour? Il faut se poser la question. Parce que finalement, c'est très peu par rapport à ce que ça rajoute comme capital. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent? Et est-ce qu'il ne vaut mieux pas que vous améliorez votre train de vie en arrêtant cette épargne-là et en continuant? On arrive au facteur X égale 5. Cette fois-ci, vous êtes à x5 de votre objectif. On est tout proche de la fin. Là, franchement, on est sur la bonne voie. On l'a déjà fait x200. Il faut continuer à sécuriser progressivement vers du Bitcoin et des jetons solides. Alors, vous avez 200 000 $ maintenant. Sur ces 200 000 $, il faut commencer à se dire, il faut que j'en tire quelque chose. Si vous n'avez pas encore commencé à tester les yields, il faut tester les yields. Parce que sur ces 200 000 $, vous avez peut-être 50 000 $ en Ethereum. Ethereum, mine de rien, c'est un rendement qui peut monter à 5, 6, 7%. Vous êtes à 5% de 50 000, ça fait 2 500 € à l'année. En Ether, si Ether fait x5, vous voyez, ça fait tout de suite des petits. Donc, il faut, c'est capital, de penser à utiliser les yields. Et vous pouvez aussi vous commencer à vous dire, il serait peut-être temps d'acheter des jetons pour leur utilité. C'est-à-dire qu'il y a des jetons qui vont vous apporter des avantages en termes de carte bleue, des avantages en termes de rendement sur votre jeton, des avantages pour utiliser par exemple la musique, pour regarder des films, pour faire que sais-je. Et là, en fait, il faut se dire qu'un jour, vous en aurez besoin de ces jetons et peut-être qu'ils auront explosé. Donc, 1, c'est un potentiel de hausse, et 2, il y a une utilité que vous pourrez peut-être utiliser et qui vous évitera de payer plein pot pour en avoir. Donc, très important. Et votre patrimoine est au niveau du x5, vous devriez commencer à récupérer une fois au moins votre capital investi, histoire d'être tranquille. Vous êtes maintenant à un facteur 2. Il ne reste plus qu'une dernière marche, c'est la plus difficile. C'est la marche la plus difficile parce que vous êtes tout proche du but, et pourtant, il va falloir que vous génériez autant que ce que vous avez déjà généré. Mais ça n'est que plus 100%, ça n'est qu'un x2, alors que vous avez fait tellement de routes. Il faut maintenant se dire que vous êtes tout proche de la ligne d'arrivée. Vous êtes dans votre dernier tour. Et le dernier tour, c'est là où vous ne voulez pas perdre une roue et tomber dans le ravin. C'est le moment où vous ne voulez pas caler. Donc, il faut vraiment commencer à diversifier de manière prudente. L'essentiel de vos jetons doivent être dans le yield. S'il y a du yield sur Swissborg, par exemple, c'est que vous êtes sur des jetons fondamentaux avec une histoire solide. Donc, c'est que probablement vous allez être sur des actifs que vous allez pouvoir conserver sur le long terme. C'est du costaud, c'est du solide. Vos mouvements, ils doivent être de plus en plus rares.
Vous n'êtes pas là pour chercher la bonne opération ici, foncez là. Non, vous êtes maintenant un petit peu dans un train de sénateur, vous avancez à votre rythme, et là, vous vous dites, ça y est, je fais un petit mouvement ici, un petit mouvement voilà. Vous pouvez être un mouvement semaine ou un mouvement mois, ce n'est pas nécessaire de tout le temps changer. Vous pouvez vous commencer à mettre des petits billets sur vraiment des tout petits jetons naissants. Donc, il y a un projet qui est en train de se lancer, c'est juste un white paper, mettez 2000, 3000 balles. Vous étudiez la question, maintenant vous avez une compréhension de ce que c'est, mettez 2 000, 3 000 euros. Qu'est-ce que vous allez risquer? Vous risquez 2 000, 3 000 euros sur 500 000, c'est pas grand-chose. Et pourtant, c'est peut-être un projet qui fera x15, x20, x100. Et 2000 qui font x100, c'est 200 000. Donc en fait, à ce niveau-là, à ce moment-là, on peut se permettre d'aller dans des projets qui ont une chance sur 10 de marcher. Parce que c'est pas grave, c'est rien par rapport à ce que vous mettez, et potentiellement, ça peut faire beaucoup. Mon conseil, c'est que cette enveloppe-là de petits projets, machin, ne devrait pas dépasser 10 projets et ne devrait pas représenter plus de 5% de votre bague. On a compris que le gros maintenant était dans des jetons solides, et vous devriez avoir récupéré au moins 2 à 3 fois votre patrimoine de départ investi, histoire de là vous dire, quoi qu'il arrive maintenant, je suis à l'abri. Je vous conseille aussi, lors du x1, que vous limitiez, vous commenciez à limiter, vous avez atteint votre objectif, ça y est là, hein, on a atteint l'objectif, vous êtes millionnaire si l'objectif c'était le million. Limitez les produits à fort potentiel à 20%. Si jamais ça marche, ça va être beaucoup, beaucoup plus rentable que ce que vous aviez avant, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent. Hein. Donc, c'est quand même 200 000 euros sur des projets à fort potentiel, c'est énorme. Vous avez toujours une réserve qui peut vous permettre toujours d'augmenter votre patrimoine. Vous avez le gros qui doit être sur des projets solides, Bitcoin, Ethereum, BNB, Matic, Polkadot, etc. Donc, et profitez des rendements qui vous sont proposés. C'est ça, c'est de là probablement que vous allez commencer à récupérer pour pouvoir vivre de tout ça. On peut aussi commencer à se poser la question, est-ce que je ne devrais pas confier une partie de ce patrimoine-là, peut-être 100 000, 200 000, à quelqu'un qui s'en occupera, qui fera peut-être une gestion. Moi, je vais finalement être dans des grands jetons assez costauds et une petite poche avec elle m'amuser qui met 20%, et mes 5% de tout petits jetons là, pop, 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 qui peuvent péter à la hausse. Mais je devrais peut-être confier, parce que peut-être que quelqu'un fera mieux les choses, et commencer à étudier les possibilités de confier ça à un gérant. À mon avis, là, vous devriez commencer à vous dire de sortir probablement 10% de votre patrimoine pour l'investir hors de la crypto, ce qui représente 100 000 euros dans ce cas précis. Donc, si vous étiez rentré avec 10 000, c'est 10 fois votre capital de départ. Évidemment, on est dans un marché qui peut croître, et vous arrivez enfin, alors là, à un ratio inférieur à 1. C'est que vous avez doublé, dans le cas présent, votre objectif. C'est une réussite, une large réussite. Bravo, c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est vraiment ce qu'on veut, c'est atteindre l'objectif et le dépasser. Et donc, c'est possible avec cette méthode de dépasser l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a atteint l'objectif? Alors, en dehors de fêter, faire la fête avec tout le monde, non, il faut garder les pieds sur terre. Vous êtes toujours dans une voiture, dans la crypto. Donc, l'essentiel du patrimoine doit rester dans des jetons solides qui génèrent du rendement. Ça, vous l'avez compris, c'est le mindset central. Il faut vraiment que le capital que vous ne voulez pas vraiment perdre, que vous ne voulez pas mettre à gros risque, vous le mettez dans des jetons solides avec du rendement. Ensuite, vous devriez vous poser la question de confier de plus en plus à un gérant. Pourquoi? Parce que, ben voilà, en ayant plusieurs gérants, peut-être 2, 3, vous allez vous décharger de la charge mentale, de la responsabilité de tout ça. Faites bien une bonne sélection. Il n'y a pas encore beaucoup de choses sur le marché, mais bon, là, je vous parle d'un plan à 10 ans. D'ici 10 ans, il y aura certainement des solutions crypto friendly qui permettront de gérer avec un vrai conseil et sans mettre en péril votre patrimoine. Donc, ça nécessitera là de faire les bons choix. Vous garderez toujours la main sur 50 à 70% de votre patrimoine dessus, mais il faut commencer à se dire, je vais décharger cette charge mentale, et puis plus vous serez confiant là-dessus, plus vous pourrez déléguer. Le but n'est pas de passer sa vie à trader de la crypto, à s'occuper de la crypto. Le but, c'est de profiter aussi et de faire vos projets.
commencez là à sortir régulièrement des fonds de la crypto. Vous en avez besoin pour vivre, vous avez les rendements, vous pouvez essayer de dire je ne dépense que ce que ça me génère en rendement, hein, par exemple, et comme ça votre capital continue à augmenter. Vous allez pouvoir aussi dédier votre existence à ce qui vous tient à cœur. Alors ça peut être des projets crypto, mais ça peut être l'environnement, ça peut être ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, ça peut être le perfectionnement dans la cuisine, bref, je ne sais pas. C'est un des objectifs de la liberté financière, c'est de décider de ce que l'on fait de son temps, de ne devoir rendre de compte à personne. Et si vous avez atteint un facteur 0,5, c'est que vous avez atteint cet objectif-là et vous pouvez en profiter aujourd'hui. Donc pensez à ça. Voilà les amis, on a fait le panorama, on a vu ce qu'était la crypto, on a vu comment marchait l'écosystème avec Bitcoin en son centre, les galaxies de blockchain qui tournent autour avec des jetons à l'intérieur, le fait que plus on se rapproche des petits, plus potentiellement il y a une performance qu'on peut attendre phénoménale, beaucoup plus forte que Bitcoin, mais qui a un risque terrible aussi et qu'il est donc nécessaire de régulièrement basculer de l'un à l'autre, et notamment quand on se rapproche de notre objectif. Et c'est tout l'intérêt de pouvoir mesurer en une seule calcul le facteur X et de se rapprocher plus ou moins d'une vision. Voilà. Et évidemment, ici, c'est une méthode. Elle peut être adaptée. L'important, c'est que vous ayez compris cette mécanique. L'important de sécuriser au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'objectif. N'hésitez pas, il y a 2 grandes plateformes qui sont très sécurisées, qui sont vraiment du feu de Dieu. Vous avez la Swissborg App, l'application Swissborg qui est simple, qui est vraiment facile. On dépose des euros, des francs suisses, on achète de la crypto, on revend de la crypto. On a des frais qui sont clairs et visibles et qui ne sont pas chers, hein, parce que quand vous comparez ce qui est comparable, vous apercevrez que ça n'est pas cher. À côté de ça, vous avez Binance. Là, c'est plus complexe, c'est plus technique. Si vous allez dessus, il faut savoir lire les graphiques, il faut savoir basculer d'une paire à l'autre, il faut un peu plus de mécanique. Et si vous passez par ces 2 liens, vous aurez un avantage. D'un côté, vous gagnerez jusqu'à 100 € en jeton Swissborg, qui est le jeton qui permet de faire fonctionner l'application et surtout qui vous donne des avantages quand vous en accumulez suffisamment. Et à côté de ça, vous avez un lien qui vous fera une économie de 10% sur vos jets à l'intérieur de Binance. Une application donc très commune à tout le monde, très facile d'utilisation, et notamment pour ceux qui commencent à avoir un patrimoine très gros, pour générer des yields très simplement et avec un minimum de risque. Et à côté de ça, une plateforme de traders pour ceux qui voudraient quand même tenter le levier, tenter aller sur des jetons encore peu connus qui ne sont pas encore listés sur Swissborg. Et là, vous allez pouvoir les trouver. Ces 2 applications, à mon avis, sont le cœur de ce que vous devez commencer à maîtriser progressivement. Passez par Swissborg au début, c'est le plus simple, hein, clairement. Et puis après, si vous ne trouvez pas tout votre bonheur, allez voir sur Binance, mais à mon avis, vous serez vite comblé. Voilà les amis, j'espère que cette présentation vous aura permis de bien comprendre ce qu'il en est, cette méthode du facteur X, et j'espère que vous allez très vite devenir un héros de la crypto et que vous aurez atteint votre objectif et même le dépasser. Bon travail à tous, salut, ciao, bye bye.